Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 3. Aujourd'hui, on transforme la Super 5 en décapotable. Mais non, c'est une blague. Allez, plus sérieusement, dans cet épisode 3, on va s'attaquer au démontage de la voiture. On va commencer de l'arrière vers l'avant. Je commence par retirer la moquette arrière. Ensuite, j'enlève les deux plastiques arrière latéraux, là où sont logés les haut-parleurs. Ça tient avec quelques vis et deux prises. Je retire ensuite les ceintures arrière, gauche et droite. J'enlève ensuite la banquette, quelques vis de 8 et le tour est joué. Rien de bien compliqué. Maintenant, je n'ai plus qu'à défaire l'assise. Quelques mouvements d'avant en arrière. Je m'attaque maintenant au démontage des deux sièges. Sur le rail, il y a 4 vis, 2 devant et 2 derrière. Il suffit de le faire coulisser pour faire apparaître les vis de devant ou de derrière et le siège sort. Maintenant, je m'attaque aux ceintures. Un petit cache en plastique vient cacher une vis de 17. Rien de compliqué non plus, ça sort très facilement. Même punition pour le siège conducteur. Je fais apparaître les vis de devant en coulissant le siège vers l'arrière. Et hop, le siège est dehors. Je peux maintenant retirer les ceintures conducteur et passager. Je m'attaque maintenant aux garnitures latérales arrière. Ça tient avec deux vis. Ce qui me permet d'avoir accès aux clips qui maintiennent les plastiques tout le long de la caisse, à l'intérieur. Ils ont 34 ans, ils sont très fragiles. C'est introuvable, alors je fais vraiment attention pour pas les casser. Les petits pions en plastique qu'ils tiennent sont très fragiles parce qu'ils sont tout secs et très cassants. En prenant le temps et en analysant, je finis par le retirer. Aucun problème. L'autre côté, pareil. J'en ai cassé aucun, je suis très content. Je m'attaque maintenant au démontage de la moquette de sol. J'enlève le cerclage du pommeau de vitesse et les deux agrafes qui tiennent la moquette à l'arrière. Le plus compliqué, c'est au niveau du frein à main, du levier de vitesse et de la console centrale. La moquette coince un peu et il faut beaucoup jouer de haut en bas pour la faire sortir. Je la manipule un peu dans tous les sens, en haut, en bas, devant, derrière, et je finis par réussir à la plier et à la sortir complètement de la voiture. Maintenant, je me suis attaqué à la partie la plus compliquée, le tableau de bord. À première vue, il n'y a pas beaucoup de choses qui le tiennent, mais quand on se penche dessus, c'est pas si simple. Je commence par regarder sur le bas du tableau de bord, seulement quelques vis. J'enlève ensuite le bloc autoradio, la prise antenne et le fil des haut-parleurs. Pour me faire de la place, j'enlève carrément le volant, en pensant qu'il y a une vis derrière, mais en vain. Je galère pas mal, je remets le volant, et je me dis qu'il va falloir sortir la colonne de direction et peut-être même le bloc compteur complet. Sauf qu'en fait non, pas besoin. J'enlève du coup simplement la colonne de direction, en ayant pris soin de retirer les commodos auparavant. En cherchant un petit peu sur internet, j'ai fini par regarder et trouver que le tableau de bord tenait avec 3 grosses agrafes devant, qu'il faut soulever. Il faut forcer très fort vers le haut sans casser le pare-brise, c'est mieux. J'ai beaucoup galéré, ça n'a pas été simple. J'ai essayé avec un maillet, mais j'ai pas envie de casser le plastique. Finalement, j'ai réussi à retirer le tableau de bord. J'ai fini d'enlever les quelques prises et il sort. À ce stade, voici ce qu'il reste à l'intérieur de la voiture. Pas grand chose. Pour la suite de l'intérieur, je vous en reparle un petit peu plus tard. Je vais maintenant m'attaquer à l'extérieur, en commençant par l'arrière. Le pare-choc. J'analyse et je vois qu'il y a 4 vis, 2 à l'intérieur et 2 à l'extérieur. Un petit peu de dégrippant et ça devrait le faire. Je commence par les 2 vis extérieures. En vain, elles sont bien grippées. Alors, je choisis la solution de facilité et je commence par les 2 du bas qui sont plus simples. Voilà, une fois les vis du bas, j'essaie de forcer mais ça vient pas. Oui, forcément, il y a toujours les 2 vis. Voici à quoi ressemble la vis. Elle a 34 ans de rouille sur elle et l'empreinte de 10 ne ressemble plus vraiment à une empreinte de 10, mais plutôt un rond. Donc ça va pas être facile. Je décide d'utiliser ma meuleuse.
pour limer la tête de vis. Ça se passe pas comme j'espérais, puisque après quelques minutes, eh bien, ça casse. Mon embout casse. C'est pas grave, j'en mets un nouveau, je réessaye. La position n'est pas très confortable, et ça casse, de nouveau. Je remets un nouvel embout, cette fois-ci conique, plus résistant. Et j'insiste. Et j'insiste sur la tête de vis pour essayer de la limer. Et ça marche pas, parce que l'embout tourne, enfin il y a un truc qui va pas comme ça devrait. Du coup, je décide d'employer la manière douce. Marteau burin pour essayer de casser la tête de vis. Le problème, c'est que ça n'a pas vraiment fonctionné. Je regarde et je continue d'analyser dans l'espoir que quelque chose change, mais non, ça reste grippé. Dans une position un peu artistique, je décide de continuer avec ma petite meuleuse. J'insiste bien, et d'un seul coup, j'ai senti un petit mouvement. Et là, le pare-choc tombe et vient. Pour l'autre côté, je m'embête même pas. Je décide de directement retirer la roue afin de m'offrir le plus de place possible. Et j'attaque directement avec la grosse meuleuse. Par contre, faut que je fasse super attention, parce qu'il y a la goulotte d'essence qui passe juste à côté et j'ai pas envie de la couper. Alors je reprends finalement la petite meuleuse. Et là, le disque m'éclate au viseur. D'où l'importance d'avoir des lunettes quand on utilise ce genre d'outil. Sinon, ça aurait pas été la même histoire pour mes yeux. Là, je savais plus trop comment faire. J'ai cherché et finalement j'ai préféré rattaquer directement avec la grosse meuleuse en faisant attention. J'ai forcé un peu et je me suis dit que peut-être il y avait un espoir pour arracher le peu de tôle qui reste. J'ai regardé, mais ça tenait encore. Alors j'ai forcé avec un gros tournevis plat pour essayer de détruire le reste de tôle et de vis qui reste. J'ai insisté, beaucoup, et le pare-choc a fini par se retirer. Voilà. Derrière, on peut voir qu'on s'est complètement pourri. Voici le trou où tient la fameuse vis du pare-choc. Là, en bas, la tôle s'effrite carrément. De l'autre côté, c'est pas forcément mieux. C'est même peut-être pire. Va falloir changer tout cet élément parce que c'est pas beau et ça tient plus. Derrière, c'est pareil. Je m'attaque maintenant aux plastiques latéraux, ceux qui sont sur les portes et sur les ailes. Pour le devant, rien de compliqué. 2 petites vis et un clip. Sur la porte, 4 petits caches en plastique viennent cacher 4 vis qui sont même pas grippées. Il suffit de les retirer, de tirer et c'est parti. Pour l'arrière, c'est exactement pareil. Il y en a 3. 3 caches, 3 vis, tu tires et ça vient. Pour la partie sur l'aile arrière, c'est un peu compliqué. C'est un peu la même histoire que la vis du pare-choc. C'est pris dans 34 ans de rouille. Alors c'est compliqué. Je décide donc d'utiliser mon meilleur outil, la Dremel. J'insiste à l'aide d'un miroir. Je prends ma pince et je finis par réussir à l'avoir. Plutôt facilement. Trop content. Maintenant, j'ai plus qu'à retirer l'élément et je me rends compte que c'est pas très beau derrière puisque la tache dans le plastique est complètement morte et il va falloir que je trouve une solution pour refaire ça. De l'autre côté, je passe un coup de brosse métallique afin d'enlever le maximum de rouille. Je prends ma Dremel et je fais au mieux pour essayer d'avoir la tête de vis. J'insiste, je passe ma Dremel partout, ma pince, et ça finit par venir. J'attaque le deuxième, et pareil, il tient plus, la tôle est complètement pourrie. J'ai plus qu'à percer les 2 petits rivets qui sont devant pour le décrocher. Je tire, et ça vient. Pour la porte, c'est le même principe que de l'autre côté. Tu visses, tu déclipses, et ça vient. Idem pour la porte de devant, et idem pour le petit cache sous l'aile avant. Je m'attaque maintenant au démontage des feux. Il y a une vis et une prise électrique. Le plastique dessus s'enlève assez facilement, il y a également une seule vis. J'enlève le côté gauche, puis le côté droit, comme ça j'ai accès à la carrosserie derrière. J'enlève maintenant le cache du moteur d'essuie-glace. Je finis par enlever le bandeau du haillon, là où sont fixées les lumières de l'éclairage de plaque. Ça tient avec 4 vis, assez facile. Je débranche les connectiques et ça vient. J'attaque maintenant le démontage du pare-choc avant. C'est un petit peu le même principe que l'arrière. Il y a 4 vis, 2 sur les extérieurs et 2 à l'intérieur. Voici à quoi ressemblent les vis. Franchement ça va, elles sont pas trop rouillées.
1, 2, 3, puis 4. Toutes les vis viennent sans problème, ce qui me permet d'enlever assez facilement le pare-choc. Je décide maintenant de retirer les phares. Je soulève pour ça le capot, afin d'accéder aux 4 vis sur chaque optique. Je les défais et je me rends compte assez vite que le phare ne va pas venir facilement puisqu'il faut retirer la calandre. Pour retirer la calandre, il faut retirer le capot. Le capot tient avec 4 vis, assez facile. C'est au moment où je me suis retrouvé avec le capot dans les mains que je me suis aperçu qu'il restait encore le câble de sécurité. Le câble est riveté, impossible de le retirer ou de le déclipser. Là, je suis un petit peu coincé. Il faut que je tienne le capot, que j'aille chercher une perceuse, que je perce et que je tienne le capot pour pas qu'il tombe. Donc là, tout seul, c'est pas possible. Heureusement, j'ai pu tomber sur mon meilleur allié. Oui, vous avez bien vu. Je demande donc à Madame Chausson de m'aider à tenir le capot le temps que j'ai cherché une perceuse et que je perce. Hop, un petit coup de perceuse et c'est réglé. Le capot vient et je peux le libérer de la voiture. Je retire maintenant les 4 vis de l'optique droite. Je retire également la prise et j'ai toujours pas retiré la calandre. Elle tient avec 3 petits clips en plastique, assez fragiles puisqu'ils ont 34 ans, mais ça va. Tout vient sans encombre et j'en casse aucun. Maintenant, je peux retirer les phares et les clignotants qui sont eux-mêmes fixés sur le phare à l'aide d'une agrafe et d'un ressort. J'attaque maintenant le démontage de l'habillage de radiateur. Ce sont de petits déflecteurs en plastique qui permettent d'acheminer l'air du devant de la voiture vers le radiateur. Ils sont en très mauvais état. Le plastique est super cassant, encore une fois, puisqu'il a 34 ans. Sur les 6 agrafes, j'arrive à en préserver 5. Il y en a une qui casse malheureusement, il faudra que j'en retrouve une. Je retire maintenant tout ce qui se trouve dans la baie de pare-brise. La manivelle, le cric, ainsi que la batterie. J'enlève les 2 cosses, le support de la batterie et la batterie vient. J'enlève maintenant le réservoir de liquide lave-glace, les 2 tuyaux avant-arrière ainsi que les 2 pompes et les 2 prises. Je prends soin de les repérer puisque les prises avant et arrière sont les mêmes. Ça serait dommage d'activer le lave-glace à l'avant quand on souhaite activer l'arrière. J'attaque désormais la vidange du liquide de refroidissement. Pour cela, j'ouvre le bouchon du vase d'expansion afin de faire un appel d'air. J'enlève la durite inférieure du radiateur et le liquide coule. Pendant ce temps, je démonte le vase d'expansion. Un collier, une vis, un serre-flex en caoutchouc et ça se démonte. J'enlève maintenant la durite supérieure du radiateur, ce qui me permet de le manipuler et de le sortir. Je finis de le vidanger et regardez la couleur du liquide de refroidissement. Elle est chargée en rouille, c'est vraiment pas très propre ça. Je poursuis le démontage de la périphérie moteur en m'attaquant à l'allumage. Je prends soin de repérer chaque fil de bougie, afin de les remonter dans le bon ordre, c'est toujours mieux pour l'allumage. J'enlève la vis qui maintient l'allumeur et celui-ci vient. J'enlève les 2 câbles et quelques prises et ça vient. Le voici. J'enlève maintenant l'alternateur, ou plutôt la courroie. Je le détends et elle vient. Elle est bien usée au passage, les nervures sont plus très nervurées, disons. J'enlève les prises et les cosses sur l'alternateur, j'enlève les 2 vis de 13 qui le tiennent et il vient. Waouh, ça tourne super bien. J'enlève maintenant la boîte à air, le câble de gaz, de starter et je m'attaque aux durites de refroidissement qui passent à côté du carburateur. Les colliers ont 34 ans, encore une fois, ils sont très vieux, très cassants. Ces 2 durites partent de la pompe à eau et vont jusqu'au bloc radiateur chauffage à l'intérieur de la voiture. Je l'ai retiré un petit peu plus tard de ce côté, c'est pas urgent. Je poursuis le démontage en m'attaquant au faisceau inférieur moteur, qui va de l'alternateur jusqu'aux sondes de température moteur et d'eau. Ça remonte ensuite au capteur de marche arrière, puis ça remonte à l'allumage, que je démonte aussi également. Voilà, je vous retrouve à l'intérieur. C'est la fin de la partie 1 de cet épisode 3 sur le démontage intérieur et extérieur de la voiture. Il commence à pleuvoir dehors, donc je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui et aller monter la vidéo, ce qui prend énormément de temps.
D'ailleurs, dites-moi si ce type de format vous plaît, là où je parle, où je commente les images que vous voyez. On se retrouve du coup dans quelques semaines pour la partie 2 de cet épisode, qui consistera à retirer le train arrière, le train avant, ainsi que le moteur. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous plaît, abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous, ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve prochainement pour la suite. Salut!